Bienvenue dans toutes les France. La Chine entre dans l'année du dragon, symbole de puissance, de prospérité. Occasion de s'interroger dans toutes les France sur l'évolution des relations entre la France et la Chine et sur l'importance de la composante chinoise de France avec nos invités. Sen Cha, tout d'abord, bienvenue dans toutes les France. Vous êtes écrivain, peintre et vous avez écrit La Cithare nue, publiée aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-Luc Doménac, directeur de recherche au CERI, qui est le centre de recherche de relations internationales de Sciences Po. Vous êtes également professeur à Sciences Po Paris. Vous avez écrit La Chine m'inquiète aux éditions Perrin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau, Fabienne Clairaut. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de la Chine et du monde chinois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Jean-Paul Chang. Vous êtes économiste et rédacteur en chef de la Lettre de Chine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la signification du dragon Shansa en Chine ? Le dragon est un animal mystique et les Chinois disent qu'ils sont tous descendants du dragon. Et c'est une année extrêmement importante et voire inquiétante tellement elle est importante parce que on s'aperçoit en fait il y a eu de très grandes catastrophes naturelles en Chine qui se sont déroulées au moment de l'année du dragon. Et pourtant on parle de prospérité, de naissance, de renouveau. Parce que la vie c'est yin et le yang, là où il y a la perte, là où il y a le gain important. En fait, c'est souvent une année en fait de tension, une année d'attente, de surprise. On attend des événements qui surgissent. Et en tout cas, les Chinois, pour eux, c'est une très très grande année. Et paraît-il que toutes les femmes chinoises, bon, ceux qui sont dans la tranche d'âge intéressante, s'apprêtent à tomber enceinte. Alors pourquoi Et il faut avoir un fils. Ouais. Il faut avoir un garçon dragon. Oui, d'accord. Parce que finalement, il va vivre une vie paisible, prospère, c'est ce qui est dit. C'est l'enfant qui apporte la chance aux parents. Oui. Et pourquoi c'est le seul animal un petit peu mythologique de toute l'astrologie chinoise? Les autres animaux existent vraiment, le dragon Et alors, curieusement, je m'interroge à mes ancêtres, pourquoi il n'y a pas eu l'année du phénix, oui. qui est aussi un animal très important. Mais je pense que dans la distribution des 12 animaux, le dragon arrive à peu près au milieu. Et peut-être on a voulu faire le dragon le plus grand animal. Parce que en termes astrologiques, tout est assortiment des animaux. Paraît-il, oui. Dans une relation amoureuse, un grand animal comme le dragon doit sortir avec un petit animal, oui, qui est le rat, etc. Et quand on est deux petits animaux, ça ne va pas. Et quand on est trop grand, le tigre et le dragon, voilà, c'est moyen. Ils ne s'entendent pas. C'est deux forces. Fabienne Clairaut, sur cette symbolique du dragon ? Effectivement, je pense que vous avez raison. Le dragon chinois, c'est un mélange de plusieurs animaux. C'est à la fois les griffes de l'aigle, il y a de la tortue dans le dragon, il y a du serpent, il y a du cerf. Donc c'est un animal exceptionnel et c'est pour ça que c'est le seul animal mythologique dans l'astrologie chinoise, les autres animaux étant des animaux réels. Ça en fait vraiment le caractère exceptionnel. Jean-Luc Doménac, on fête aujourd'hui le Nouvel An chinois un peu partout dans le monde. Les différentes communautés chinoises du monde font partager cette fête avec leurs concitoyens. Qu'est-ce que vous pensez de cet engouement pour le Nouvel An chinois ? J'ai beaucoup de sympathie toujours à venir à des émissions au moment du Nouvel An chinois parce que, bon, chacun connaît mes réserves à l'égard de la politique en Chine. Mais, oui, on va en parler. Mais je sais bien, mais c'est pas de ça que je veux parler, justement. Je veux dire qu'il y a dans le fonctionnement du social chinois une richesse, une chaleur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le rôle des familles, ça c'est mon côté à moi, le rôle que la famille joue dans la société chinoise. Et le Nouvel An, c'est vraiment une fête familiale. Et j'ai vécu 5 ans en Chine et chaque fois c'était très émouvant de voir les familles se recomposer, de voir les migrants à cette heure-ci, je pense aux migrants sur leur pétrolette, hein, et parce que avant il n'y avait que le train, et puis maintenant ils achètent des pétrolettes qui bourrent un petit peu, dont ils bourrent un peu le moteur là, hein, et puis sur lesquels ils accumulent des sacs et tout, et on les attend au village, etc. C'est une merveille ça. Jean-Paul Chang se partage au fil des années de Nouvel An chinois par tous. C'est la grande fête. Donc effectivement, comme disait Jean-Luc, il y a à peu près des centaines de millions de Chinois qui rentrent chez eux. Hein, c'est l'occasion. Alors en plus, cette année, c'est particulièrement tôt dans l'année. Donc le 23 janvier. Donc en fait, comme ils sont entrés un peu
dans la société de consommation, dans les grandes zones urbaines. Ce qui fait qu'ils ont tous fait le pont depuis Noël déjà, parce qu'ils fêtent Noël, le Nouvel An occidental, et maintenant ils enchaînent sur... donc moi j'ai quitté Pékin... C'est un mois festif. Voilà, j'ai quitté Pékin le 23 décembre. En fait, tout le monde était déjà parti, donc les bureaux étaient vides déjà, et donc les gens ne vont pas revenir avant le 1er février, parce que là, c'est vraiment la grande période de fête, quoi. Voilà. On fête en France le Nouvel An chinois, et également dans les départements et territoires d'outre-mer, et on va regarder comment est fêté le Nouvel An chinois en Polynésie française. L'œil du lion est encore fermé, mais ce passage à la nouvelle année est l'occasion pour lui d'être réveillé. Désormais, son regard est avisé, il ira arpenter Pape Été et partager la bénédiction reçue des divinités. Pendant ce temps, petit à petit, les membres de la communauté viennent en nombre les honorer. L'atmosphère du temple est apaisante et propice au Kyu, l'imploration des dieux célestes. Nous allons au temple pour demander les faveurs de Kongti, de nous protéger et que l'année se passe très très bien pour l'année du lion. Et vous avez souhaité quoi alors pour cette année du lion? Beaucoup de bonnes choses. Après avoir allumé des bougies et de l'encens, des feuilles de papier doivent être brûlées en guise d'offrande. Durant 2 semaines, l'esprit des ancêtres cohabitera avec les êtres humains afin d'apporter paix et sérénité. Nous invoquons les dieux de nos ancêtres de nous accompagner à travers cette festivité afin d'apporter la sagesse, l'humilité avant tout. Et puis c'est un souhait pour nous. Une journée culturelle sera organisée dimanche dans les jardins du temple de Mam Hong. Le défilé des lanternes prévu le soir du 18 février viendra clôturer cette période de festivité. Shansa, il y a plus de partage où les Chinois continuent, où les communautés chinoises continuent à fêter le Nouvel An entre eux. C'est très important de fêter le Nouvel An et notamment, par exemple, en Chine continentale, on autorise exceptionnellement pendant les jours de fête de faire exploser les pétards et les feux d'artifice. Oui. Parce qu'on dit, en fait, on va envoyer la malchance à la porte et préparer l'arrivée de la chance. En fait, tout se joue autour de la chance. Et il y a aussi une tradition qui est plus tellement respectée, c'est-à-dire qu'à partir du premier jour de l'an, normalement, on ne doit plus toucher à la maison, plus nettoyer. Et on ne doit plus sortir les poubelles, et toutes les poubelles doivent être accumulées dans un coin. Oui. Et ensuite, on le sort le 9e jour, qui s'appelle le 9 cassé. C'est le jour où on peut casser, en fait, toutes les interdictions dues au respect de l'arrivée de l'an, qui, normalement, est un animal mythologique. Oui. Mais alors, vous m'avez pas répondu sur le partage. Est-ce que les Chinois ont envie de partager cette fête avec d'autres ? Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a souvent parlé de la puissance économique chinoise, on va y revenir pendant cette émission, il y a une espèce de soft power chinois qui se fait aussi à travers les festivités du Nouvel An, le partage avec d'autres cultures de cette partie de la culture chinoise? Moi, je trouve, en tout cas en France, le Nouvel An est très largement partagé, parce que j'ai reçu énormément de messages des amis français. Oui. Je sais aussi que maintenant, en France, on est dans la multiculture et on fête tous les Nouvel An, en fait. Que ce soit Nouvel An juif, russe, chinois. Sont fêtés. Sont fêtés. Oui. Et en tout cas, moi, j'ai très bien vécu mon Nouvel An à Paris. C'est vrai que les médias s'y intéressent de plus en plus. Oui. Peut-être que ça date d'une dizaine d'années, avec une recrudescence au moment des JO de Pékin en 2008. Et aujourd'hui, les associations chinoises mettent tout en œuvre pour faire partager le Nouvel An, qui n'est plus une fête d'une seule communauté, mais ça attire les foules, que ce soit dans le 13e, que ce soit les défilés qui vont avoir lieu la semaine prochaine dans les 3e, 4e arrondissements. Les Parisiens, et j'imagine aussi en province, les Français qui ne sont pas d'origine chinoise, s'intéressent beaucoup à la culture chinoise. Il y a une volonté, Jean-Luc Domenech, de mieux faire connaître cette culture chinoise, ou non? Oui, je crois surtout que le succès du Nouvel An chinois en France vient du fait que, disons les choses franchement,
Les Chinois en France, maintenant, c'est une affaire qui tourne. Faut dire, il y a tellement de raisons. Ça veut dire quoi, une affaire qui tourne? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va globalement bien, quoi. Il y a toujours des petits problèmes, etc. Mais en gros, on voit bien que le racisme ne porte pas sur eux d'abord. Tant mieux pour eux, tant pis hélas pour les autres. On voit bien également que ce sont des gens qui attirent le respect. On sait bien que les petits Chinois travaillent, etc. C'est pas un cliché, ça. Ils sont non, c'est vrai. Ils font pas de vagues. Ma fille, mes enfants ont fait des belles études, mais chaque fois il y avait un Chinois à côté qui leur mangeait les mollets, quoi. Vraiment. Faut dire aussi que ce baratin qu'il y a eu pendant longtemps sur les Chinois qui n'obéissent pas aux lois, etc. C'est pas vrai. Ils sont comme les Français. Quand le percepteur les surveille, ils font le boulot. Ils payent, et quand le percepteur est distrait, ils sont distraits. Ce sont des citoyens comme les autres. Les touristes chinois également. Alors vous dites pas que ce sont des citoyens comme les autres, vous dites qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus... Oui, non, ça dépend. Des fois le meilleur, en tout cas comme les autres, c'est déjà pas mal. Surtout quand on voit le niveau des impôts en France. Les touristes français laissent quand même plutôt... les touristes chinois laissent plutôt une bonne réputation. Moi j'ai vu des touristes chinois... 1 million de touristes environ chinois par an. Et je les ai vus à une arrivée du Tour de France. Ils étaient sympas, marrants, ils demandaient, ils posaient des questions, etc. Non, franchement c'est une affaire qui tourne. Alors, il y a des petits problèmes, il faut parler des dames du Dongbei, là, etc. Mais même ça tourne pas si mal parce que très vite elles se marient. Oui, elles font ça pour rencontrer les gens et elles se marient. Ça va faire des petits Français formidables, voilà. Jean-Paul Chang, ce regard sur la composante chinoise de France est le vôtre également? Moi, je remarque effectivement qu'il y a une deuxième génération. On en est à la deuxième ou à la troisième génération, parce que la grande vague finalement d'immigration, ça date de la fin de la guerre en Indochine. Donc c'est vers 75-76. Il y a eu beaucoup de réfugiés du Sud-Est asiatique qui sont venus en France, mais il y avait beaucoup de Chinois parmi ces réfugiés. Et ceux-là, ils se sont effectivement intégrés. Et maintenant, on a affaire à beaucoup de gens de deuxième génération, troisième génération, qui sont des citoyens français comme tous. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a une envie de participer pleinement à la vie citoyenne française? Je crois qu'il y en a. D'abord, je crois... je connais des gens qui travaillent déjà au niveau municipal, à Paris, par exemple, qui sont donc déjà... qui ont assumé des responsabilités. Et puis, je crois qu'il y a même bientôt donc, des candidats d'origine chinoise qui vont se présenter aux législatives de juin. Des candidats ou candidats? J'en connais un. Oui. Voilà, j'en connais un. Mais c'est nouveau, parce que finalement, il n'y en a pas... Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette nouveauté? C'est une envie d'être plus visible, parce qu'il y avait une forme de discrétion qu'a décrite Jean-Luc Domenach? Oui, je pense qu'effectivement, la deuxième génération, ils se sentent plus intégrés, donc un peu comme dans les autres pays où l'immigration chinoise est plus ancienne. Tôt ou tard, on les voit finalement assumer différents rôles. Déjà, on les voit dans les grandes écoles, il y a énormément de Chinois. Donc, et puis, il y a une volonté d'intégration, Fabienne Clairaut, ou le fait d'être attaché à sa culture d'origine fait quand même qu'on reste un peu à part dans la société française? Non, je pense qu'il y a une vraie volonté d'intégration. Effectivement, comme vous le disiez, les Chinois sont des citoyens français comme les autres et qui sont peut-être moins que d'autres communautés sur un mode revendicatif. Moi, j'avais un exemple qui m'avait beaucoup... Revendiquer des postes, des places, une visibilité. À une époque, effectivement, j'ai travaillé quelques années à France Télévisions et on avait une mission sur la représentation de ce qu'on appelait les minorités visibles, suite à un rapport du CSA. On les appelle toujours comme ça. On les appelle toujours comme ça. Et très étrangement, on ne s'intéressait pas plus que ça aux Asiatiques. On parlait de plus d'autres communautés. Et moi, j'avais fait la réflexion en disant, mais les Chinois et autres Asiatiques en France sont quand même très nombreux. Ils sont plus de 500 000, peut-être 1 million aujourd'hui. Et finalement, ce n'est pas une question qui se pose. Les choses se font peut-être plus naturellement que pour d'autres communautés. Parce qu'il y a eu moins de revendications, justement, moins de volonté. Oui, il y a peut-être moins de stigmatisation. Et puis, effectivement, c'est des gens qu'on considère comme, avec un a priori positif, comme travailleurs, s'intégrant facilement. Les enfants travaillent bien à l'école. C'est peut-être en partie des clichés, mais ils jouissent d'une bonne réputation. Qui est un fondement dans la réalité. Oui. Jean-Paul Chang. Je pense qu'en plus, la communauté, ce qu'on appelle la communauté chinoise, je suis pas un fanatique du communautarisme, mais néanmoins... On parle de composantes chinoises de France. Voilà. Oui, absolument. Donc, ceux qui ont de l'ascendance chinoise en France, ils commencent à atteindre, un niveau
d'une certaine prise de conscience qu'il y a une histoire de l'immigration chinoise en France depuis la Grande Guerre de 1914, où il y a eu la première vague qui était venue travailler dans les usines pour remplacer les ouvriers qui étaient partis dans les tranchées. Ouais. Donc chaque année, maintenant, il y a des cérémonies au moment du 11 novembre dans les cimetières chinois pour des Chinois qui sont tombés pour la France, si j'ose dire. Donc ils se sont intégrés à l'histoire du récit national, en fait. Voilà. Et en plus, maintenant, je pense qu'il y a aussi un chantier, parce que très peu de gens parlent de ça. Il y a eu des Chinois dans la résistance pendant la guerre. Très peu de gens le savent. De tous bords. Des gens du Kuomintang, des gens qui sont plus proches des communistes, ou des gens qui sont partis d'ailleurs. Mais c'est des choses, ils sont en train de découvrir ça. Bon, comme il y a eu des interruptions ensuite des relations entre les deux pays et des courants migratoires, bon, maintenant j'ai l'impression qu'avec la deuxième génération, la troisième génération, tout ça, ça se fait, quoi. Ouais. Voilà. Jean-Luc Domenach. Oui. Pour être complet, maintenant qu'on a dit, je crois que fondamentalement c'est bien, ça tourne bien, ça tourne. Maintenant, on peut quand même dire des choses moins agréables. D'abord, au détriment de la France. Nous nous sommes comportés, ou nos grands-parents se sont comportés d'une façon abominable à l'égard de la main-d'œuvre chinoise, importée par cargaisons entières de Chine juste avant et pendant la guerre de 14-18. Et c'est pas le chapitre le plus glorieux de l'accueil français aux minorités étrangères. Ils ont travaillé. Mais quelles minorités ont été bien accueillies en France ? Pardon ? Quelle minorité a été bien accueillie en France ? Cela, ça a été quand même, il est vrai que c'était la guerre, ça a été assez dur. Vraiment, c'était du travail militarisé quand même. Hein. On leur faisait creuser les tranchées, etc. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, dans l'autre sens, il faut dire que on va dire qu'il y a eu des moments où l'ambassade de Chine a été un tout petit peu directive, ou a cru qu'elle pouvait l'être, et la minorité chinoise, d'ailleurs, n'a pas toujours répondu. Directive, c'est-à-dire elle est capable de donner des instructions à toute une composante. Voilà, il y a un comité du parti à l'ambassade de Chine, et parfois il va un petit peu loin. Et comment concrètement, parce qu'on voudrait savoir. Écoutez, moi, je ne veux pas non plus en dire plus que ce que je dis. Mais si, ça nous intéresse. Mais c'est quelque chose, tous les diplomates de tous les pays du monde cherchent à régner un peu sur la communauté originaire de leur pays dans ce pays. Comme par ailleurs, vous avez, on va dire, des autorités chinoises qui sont assez énergiques, c'est allé parfois un petit peu loin et il y a eu quelques incidents. Par ailleurs, d'un autre côté, la communauté chinoise est l'objet de la part d'autres minorités étrangères en France de traitement. Il y a eu des incidents à cause des vols dont elle a pu être victime dans certains quartiers de Paris. Et pour revenir maintenant aussi à des choses à quoi il faut faire attention, tout se passe bien globalement. Mais enfin, il y a aussi des entreprises chinoises qui parfois ont donné des missions à des employés en France qui dépassaient la normale et du coup, comme il y a souvent des méfiances à l'égard de l'espionnage, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut, globalement, c'est une affaire qui marche bien et c'est merveilleux. Il faut avoir ça dans le passé et le présent à l'esprit pour éviter que ça dégénère. Chansa, vous recevez des instructions de l'ambassade de Chine ? J'aimerais bien, mais il m'oublie. Vous aimeriez bien ? Il m'oublie. Mais en fait, je représente en fait un autre groupe qui n'est pas le groupe d'immigration. Parce que nous sommes... Vous êtes de la première génération, vous êtes... De la première génération, et malheureusement, on est de moins en moins parce que je suis avec ce groupe d'artistes chinois. Donc il y a toujours eu des visites des artistes chinois en France. Disons, la première génération de peintres importants chinois d'art moderne ont étudié en France dans les années 20, dans les années 30. Et quand ils sont retournés en Chine, ils étaient devenus présidents des académies de beaux-arts, et d'eux est venu l'art moderne et l'art contemporain chinois. Et ont gardé des liens très étroits avec la France, du coup. Et en fait, ce n'est pas un lien, disons, étudié, ce n'est pas un lien qui a été schématisé. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Il y a moi, il y a Yan Peiming parmi les jeunes, et puis les plus âgés, c'est Zhao Wuqi, Zhu Dechun. Et alors, disons... Il y avait même un copain de Mao qui s'appelle Lin Fengmian, et qui a été très important. Très important, mais nous avons plutôt une fonction, disons, de l'indépendance. En fait, ce sont des gens qui ont choisi de plein gré vivre en France, aimant la culture française, l'art D'ailleurs, on français. voit vos tableaux pendant que vous parlez, parce que vous êtes main pour...
Oui. Et en fait, on joue aussi une fonction de petites ambassades. En fait, chaque personne fait des fêtes, invite des copains, on se réunit. Et c'est chez nous, dans notre atelier, où la France et la Chine se rencontrent très souvent. Jean-Paul Chang. Oui, là, effectivement, il y a eu des échanges au niveau des artistes aussi. Il y a des liens qui sont même inconnus entre des Français et il y a beaucoup de Chinois qui ne savent pas. Je cite toujours l'exemple de la statue de Sun Yat-sen, qui est le père de la nation. La statue de Sun Yat-sen qui se trouve à Nankin. Il y a 20 millions de personnes qui vont voir cette statue, mais personne ne sait que c'est le sculpteur français Paul Landowski qui l'a fait en 1929. Tout le monde sait que la statue de la liberté a été offerte par la France aux États-Unis, mais personne ne sait, par exemple, qu'il y a très peu de Chinois qui le savent. Et pourtant, c'est le même sculpteur qui était directeur des Beaux-Arts dans les années 20 et 30, où il avait tous les étudiants chinois qui sont devenus plus tard des gens influents dans le milieu d'art en Chine. Les échanges se font aussi entre le gouvernement. La récente exportation de pandas. Des pandas. Oui. Et juste avant, je voudrais revenir, parce que je trouve que c'est très intéressant d'assister sur la méconnaissance de notre histoire commune. Oui. On parlait de ce qui s'est passé au moment de la Première Guerre mondiale ou des échanges culturels. Et je me rends compte, quand je parle de l'histoire de la Chine, les Français connaissent peu l'histoire de la Chine et surtout les parties positives ou négatives de notre histoire commune. Quand on parle du sac du palais d'été ou de choses comme ça, c'est très connu en Chine et pour cause, et pas du tout en France. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail d'histoire à faire pour mieux connaître notre histoire commune. Et quelle est l'histoire des pandas? Excusez-moi, une grande fierté française, c'est d'abriter l'immense sculpteur sur bois Wang Keping, le Chinois qui vit à Paris les 3/4 de l'année. C'est une énorme fierté qu'il soit chez nous. Bon, on est toujours dans ce qui tourne là. Pardon. Encore. Hein, Oui. Non, Les pandas, ça tourne aussi. Oui, alors, quelle est la symbolique des pandas? Alors, les pandas, on parlait du dragon. Après, le dragon, panda, c'est aussi c'est un animal réel et très symbolique puisque c'est considéré comme le trésor national en Chine. Les pandas ne vivent quasiment qu'en Chine, dans les régions himalayennes. Et le fait que la Chine envoie, prête pendant 10 ans des pandas à la France, ça peut être assimilé à un acte diplomatique sans aller trop loin. Parce qu'en général, on a fait des rapprochements un petit peu audacieux, on est allé jusqu'à parler de soft power, etc. Oui. Peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est un signe de réchauffement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il en a besoin. Il a révélé au monde le panda, qui a toujours existé. Oui. Et c'était lui, un jour, au 19e siècle, en fait, il essaie de répandre le christianisme dans les régions lointaines, et il a découvert cet animal. Vous parlez du réchauffement des relations diplomatiques. On va y revenir, Jean-Luc Domenech, dans un instant, après avoir fait un petit retour en arrière sur la visite de Nicolas Sarkozy en Chine, qui était le signe du réchauffement, du rétablissement un peu des relations après l'épisode fâcheux pour les relations franco-chinoises des Jeux Olympiques de 2008. Donc c'était en avril 2010. Retour sur cette visite et puis nous allons parler des relations franco-chinoises. Dans l'enceinte du Palais du Peuple, pas une tête ne doit dépasser. À Pékin, le protocole comme la diplomatie s'accorde au millimètre. Pour l'avoir parfois oublié, la France a vu ses relations avec la Chine devenir de plus en plus étrangères. Aussi, cette poignée de main entre Nicolas Sarkozy et Hu Jintao est un signe de détente après 2 années difficiles entre Jeux Olympiques et Dalai Lama. Sur l'Iran ou la monnaie, les divergences restent, mais face à la presse, le ton est aimable. Nous avons besoin d'une Chine qui exerce toutes ses responsabilités, qui occupe toute sa place dans la gouvernance du XXIe siècle. Les officiels chinois n'en laissent rien paraître, pourtant il y a encore une longue marche vers de véritables retrouvailles entre Paris et Pékin. C'est pourquoi côté français, tout a été fait pour ménager les susceptibilités. Carla Bruni-Sarkozy est du voyage, l'Armée populaire de libération a même interprété pour elle 2 de ses chansons. La visite dure 3 jours, pas d'annonce de contrats commerciaux et des rendez-vous culturels comme la muraille de Chine. Un format un peu inhabituel pour le chef de l'État. Un changement de style en apparence, mais avant tout, une opération séduction. À quelques mois de la présidence française du G8 et du G20, Nicolas Sarkozy a besoin plus que jamais de l'appui politique du géant chinois. Jean-Luc Domenech,
Les relations sont chaudes aujourd'hui? Il faut dire la vérité. Oui. Autant dans le social, dans le sociétal, dans les Chinois d'outre-mer, en France, j'ai envie de dire surtout des gentillesses, autant sur les relations bilatérales, franchement, c'est pas une affaire qui tourne pour reprendre. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Très rapidement, il y a de part et d'autre des gens très bien intentionnés, je n'en doute pas. Il y a une ambassadrice française qui fait tout ce qu'elle peut, etc., etc., etc. Oui. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas fondamentalement. Ça peut se résumer par nous n'avons pas assez de Jean-Paul Chang. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas assez de gens qui font bien du commerce en Chine, eh bien, on se rattrape en racontant des histoires, on se rattrape en racontant des baratins, on se rattrape avec des grands mots que les Chinois à leur tour utilisent, et finalement, on en finit par faire que des grands mots d'une part. Mais attendez, les grands mots, ça tourne. Attendez, on va tenter d'être précis, Jean-Luc Devenac. Vous avez dit qu'en gros, pour ce qui est de la composante chinoise de France, ça tourne plutôt rond. Voilà. Alors pourquoi cette composante chinoise n'est pas le levier des rapports ce qu'il faut entre la France et la Chine? Alors ça, il y en a qui qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est un équipement économique qui nous permette de travailler comme les Allemands travaillent, dans la qualité d'une part, et avec un grand nombre d'entreprises moyennes. Jean-Paul Chang en parlera mieux. Ce que moi, je connais, hélas, par cœur, parce que ça fait 35 ans que ça dure et que je suis ça, c'est cette espèce de contraste entre le baratin diplomatique d'un côté et le pas grand-chose de l'autre. Et c'est quoi le pas grand-chose économique, alors? Le pas grand-chose économique, et même maintenant culturel, puisqu'on n'a plus un sou. Alors, le résultat, c'est que les Chinois, il faut se mettre à leur place. Eux, ils nous prennent maintenant... Écoutez, je parle comme je le sens. Ils nous prennent pour des ploucs. Ils nous prennent pour des pas bons. Ils nous prennent pour des pas bons. Pourquoi ils nous prennent pour des ploucs? Parce qu'on est moins bons que les Allemands avec lesquels ils travaillent d'habitude. Et que par ailleurs, on est moins bon dans quel domaine? On est moins bon dans quel domaine? C'est toutes les industries mécaniques, tout ce qui est industriel, etc. Et on est par ailleurs moins intéressant que des pays comme la Pologne, la Roumanie, etc., qui accueilleraient plus volontiers les investissements chinois. Nous, à la fois, on a des côtés, si vous voulez, de duchesse ruinée, quoi. On a encore des exigences de quand on était des duchesses, alors qu'on n'apporte pas beaucoup de possibilités. Mais on continue à faire du baratin. Ça, le produit, je continue. Jean-Paul Chang, vous qui êtes visiblement contre le baratin? Non, je pense que c'est une vision peut-être un peu trop pessimiste quand même. Parce que il y a un divorce total entre la perception de la Chine par l'opinion publique, en général, une vision très idéologique. L'opinion publique française. Par toute une partie de la classe politique aussi d'ailleurs. On entend des outrances régulièrement. Donc voilà. Et puis... Alors, outrance, attendez, parce qu'il y a le discours, on le connaît. Non, mais il concerne avant tout la question des droits de l'homme, la question des dissidents, la question de la démocratie. Mais ça n'est pas des outrances, je suis d'accord. Mais alors, c'est quoi les outrances? Quand ça devient outrance, c'est lorsque, par exemple, on évoque simplement le fait que les Chinois détiennent des dettes souveraines françaises,